Nous ne voyons pas seulement des répercussions économiques de la crise économique et financière mondiale de 2008 à 2014, mais c'est toute la superstructure qui a changé. Premièrement, toute la théorie du néolibéralisme est profondément tombée en crise, ce qui a eu pour résultat un véritable virage à droite des différents gouvernements impérialistes. Et on peut dire que c'est devenu une tendance générale de tout le système impérialiste mondial, ce virage à droite. Jusqu'au point où il y a certains pays où des fascistes dirigent le gouvernement. Ce n'est pas nécessairement le fascisme, mais Orban est un fasciste, mais il est aussi dans le gouvernement. Ou à Pologne, où nous avons un développement, Trump, il est un fasciste, il pouvait diriger les plus grands pays impérialistes. Nous avons aussi des développements véritablement fascistes, comme au Myanmar et en Turquie. D'autre côté, nous avons un réveillement d'esprit progressiste qui affronte cette direction. Et cette polarisation entre ces deux directions, ça domine toute la vie politique aujourd'hui. Et dans cette situation, il faut voir clairement. Si on ne voit pas clairement, on ne peut pas mener la lutte de manière cohérente et couronnée de succès. Et pour ça, nous avons ce livre. Justement, parce que le monde est plein de crises, la confusion parmi les gens est très grande. On le voit dans des mouvements comme les Querdenker, où on va à gauche, à droite, personne n'a une orientation claire. La chose principale, c'est se diriger contre le gouvernement, et ça, c'est une situation très problématique. En même temps, les gens sont à la recherche d'une alternative, d'une sortie. Et souvent, ils n'ont pas vraiment trouvé la voie comment y arriver. Et dans cette situation, la question de la conception du monde, de l'idéologie, c'est une question décisive pour décider comment les gens se vont orienter et les conclusions qu'ils vont tirer de la situation. Bon, le livre s'adresse à la masse de la population, aux ouvriers, aux jeunes, aux femmes, aux militants dans le mouvement social. Nous avons fait un effort d'écrire aussi compréhensible que possible, ce qui n'est pas toujours facile par rapport à des sujets philosophiques. Mais je pense la chose la plus difficile par rapport à ce livre, ce sont les citations des philosophes bourgeois qui aiment bien écrire de manière incompréhensible afin que personne ne peut discuter ce qu'ils écrivent. Chaque personne a un mode de pensée, une idéologie personnelle pour considérer le monde, pour tirer des conclusions d'après laquelle il façonne sa vie. Et cette idéologie est influencée par toutes les choses dans le monde, par l'être universel, évidemment surtout par cette propension aux crises de l'impérialisme qui domine aujourd'hui, mais aussi par les deux idéologies principales, c'est-à-dire la lutte entre l'idéologie prolétarienne et bourgeoise, entre le mode de pensée petit bourgeois et prolétarien. Un des mensonges vitaux du capitalisme monopoliste d'État, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas d'isme, et ça c'est évidemment une grande connerie. Personne ne vit sans conception du monde. Aucune société existe sans conception du monde. Aucune science peut exister sans base idéologique. La conception du monde est une orientation fondamentale et une instruction pour la pensée, la sensibilité et l'action dans toute activité sociale. Et pour ça, c'est nécessaire de d'abord discuter que ce mensonge vital n'est pas correct. L'idéologie bourgeoise même se nie lui-même. Du point de vue historique, l'idéologie bourgeoise a été progressiste quand elle a battu le féodalisme. Des grands acquis ont été obtenus à cette époque-là. Je vous souviens la dialectique de Hegel, le matérialisme qui a été créé, les sciences naturelles, la musique de Beethoven, la langue allemande. Tout ça, ce sont des produits de l'idéologie bourgeoise qui aujourd'hui sont pratiquement niés par cette thèse de la non-idéologie. C'est une grande connerie. Si on n'approche pas les questions de manière idéologique, on ne peut pas pénétrer dans les profondeurs, les sens des choses et les causes des choses, et on ne peut pas en tirer des conclusions correctes.
L'histoire de l'idéologie bourgeoise est comme suit. Au moment où la classe ouvrière est entrée dans l'histoire, des moments où Marx et Engels ont fondé l'idéologie prolétarienne, dès ce moment-là, l'idéologie bourgeoise a eu un ennemi. Et dès ce moment-là, elle a eu un caractère réactionnaire anticommuniste. Et ce caractère réactionnaire de l'idéologie bourgeoise définit son essence. L'anticommunisme joue un très grand rôle dans toute l'histoire. Rappelons-nous l'anticommunisme avant la Première Guerre mondiale, qui était très important pour contrôler le mouvement ouvrier. Le fascisme a été le produit de l'anticommunisme. Il est son produit. Son but principal a été l'anéantissement du bolchevisme dans le monde entier. Le banqueroute du fascisme, c'était évidemment aussi une banqueroute de l'idéologie bourgeoise et le socialisme a reçu une très grande estime. Un tiers de l'humanité vivait dans des pays socialistes. L'ancien colonialisme a été battu et c'était un épanouissement du socialisme scientifique parmi la large masse de la population mondiale et du mouvement ouvrier, etc. Et l'anticommunisme a réagi à ça. Il réagit toujours à des mouvements progressistes. Il y avait ce revirement de la politique d'Allemagne américaine avec l'anticommunisme réactionnaire. On a rompu tous les traités, les accords de Potsdam ont été rompus avec la fondation de l'Allemagne et la division de l'Allemagne. Et il y avait une très grande vague anticommuniste dans le monde. Aux États-Unis, je vous souviens, l'ère de McCarthy, où tout travailleur culturel et de médias, tout homme progressiste a été persécuté systématiquement s'il avait seulement donné l'impression d'avoir quelque chose à voir avec le communisme ou quand il s'est prononcé une fois de manière positive par rapport au socialisme ou au communisme. Mais ce anticommunisme réactionnaire a toujours eu une mauvaise réputation parmi les ouvriers. Les ouvriers l'ont toujours rejeté dans leur majorité. Et pour ça, depuis les années 50, une forme démocratique de l'anticommunisme a été émergée. Le soi-disant congrès CCF, avec des gens comme Willy Brandt, certains artistes, l'école de Francfort, des trotskistes ou des anciens communistes repentis, ils ont atterri, ils ont fondé le soi-disant anticommunisme démocratique. Ce développement s'est poursuivi. La prochaine station a été, par exemple, le congrès du SPD de Godesberg, qui s'est occupé principalement de l'anticommunisme. Le SPD s'est détaché du mouvement révolutionnaire, ouvrier révolutionnaire. Le SPD ne s'appelait plus Parti ouvrier, mais Parti populaire. Et c'était ce anticommunisme démocratique qui a marqué l'SPD dès ce moment-là. Et après, il y avait le mouvement étudiant, où le socialisme à nouveau a eu un nouveau estime. Et la réponse à ça a été, par exemple, l'école de Francfort. L'école de Francfort a eu une réputation progressiste, mais c'était pas vrai. Ils étaient les théoréticiens de ce anticommunisme démocratique. Ils n'ont jamais défendu des vues communistes. Ils ont toujours critiqué le communisme. Après, il y avait le mouvement petit bourgeois marxiste-léniniste dans les années 70 qui a échoué et les gens sont passés au vert. Et ces Verts se sont fondés de nouveau sur une base anticommuniste. Par exemple, ils ont attribué l'échec de toutes ces organisations petits bourgeois ML au centralisme démocratique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris le centralisme démocratique. Ils l'ont interprété comme une méthode purement de gestion où les dirigeants ont toujours raison. Et ça, c'est évidemment une connerie. Le centralisme démocratique, c'est un processus vivant de la création de conscience du parti pour arriver à des décisions et les implémenter. Et ces dirigeants petits bourgeois n'ont jamais compris ça. Et pour ça, ils ont attribué leur échec au centralisme démocratique. Et ils ont puis développé la soi-disant démocratie de base, qui d'ailleurs a été enterrée aujourd'hui. Elle n'a jamais été réalisée. Personne n'a jamais réalisé la démocratie de base. C'était tout simplement une farce. Ça s'est poursuivi dans les années 80. Le mouvement ouvrier a eu un autre essor. Il y avait des grandes luttes ouvrières. Je vous rappelle la lutte pour la semaine de 35 heures, les grandes luttes à Rheinhausen, etc. Et dans cette situation-là, une autre nouvelle forme de l'anticommunisme s'est développée, l'anticommunisme de gauche, défendu par des réformistes de gauche qui, d'un coup, ont eu la direction à Rheinhausen. Et à Rheinhausen,
ces gens, pour la première fois, ont reçu pour la première fois une certaine marge de manœuvre par les syndicats. Avant, on les a combattus. Les réformistes de gauche ont été exclus des syndicats avec leur liste alternative pour le conseil d'entreprise. Mais à ce moment-là, on a eu besoin d'eux pour ériger une digue contre le socialisme scientifique qui est devenu beaucoup plus intéressant pour les gens. Avec ces expériences de grève, beaucoup plus des ouvriers se sont dit bon, ça marche pas avec ce système capitaliste, nous avons besoin de quelque chose d'autre, et ils se sont orienté vers le socialisme. C'était comme un frein d'émergence, et de ce point-là s'est développé un antigonisme moderne qui d'un côté a eu des aspirations progressistes, qui critiquent le capitalisme, l'exploitation, demande des droits démocratiques, dénonce tous les crises du capitalisme, mais en même temps il dit le communisme a échoué, et il y a le stalinisme et le maoïsme, il faut être prudent, c'est pas la solution. Et ce anticommunisme moderne, c'est précisément ce avec lequel le mouvement ouvrier a à faire. C'est une chose très dangereuse parce que pour la première fois, ils ont réussi de pénétrer profondément dans le mouvement ouvrier et les larges masses avec ce anticommunisme moderne. Ce n'était pas possible avec l'anticommunisme réactionnaire du tout. Et c'est ça la grande importance de ce anticommunisme moderne, qu'il a un effet entravant le développement de la conscience de classe et de la lutte de classe parmi la classe ouvrière et les masses. Il se manifeste de manière diverse aujourd'hui. D'un côté, il est vraiment arrivé dans le programme gouvernemental du mode de pensée petit bourgeois. Il est devenu le point central à cet égard, mais il se manifeste dans tous les mouvements. Ce réformisme, il est très anticommuniste. Dans le mouvement des femmes, le féminisme petit bourgeois a une orientation anticommuniste. Le mouvement écologique petit bourgeois a une orientation anticommuniste. C'est-à-dire, le mode de pensée petit bourgeois anticommuniste a beaucoup de différentes variantes, et donc surtout l'éventail des mouvements sociaux et du mouvement ouvrier, du mouvement des jeunes. Il y a toute une série de formes du mode de pensée petit bourgeois anticommuniste qui érige vraiment un digue contre la prise de conscience des masses. Le livre se termine avec un paragraphe sur la grande révolution culturelle prolétarienne. À cet égard, il s'agit de comment, à l'échelle de la société, la supériorité du mode de pensée prolétarien du socialisme scientifique est établie par rapport aux vestiges de l'idéologie bourgeoise dans une société socialiste. Nous avons les expériences négatives de 1956 du 20e congrès du PCUS où Khrouchtchev a plus ou moins abandonné le marxisme-léninisme et où une restauration du capitalisme en Union soviétique et à la suite en RDA et dans les autres pays du CIEM a été initiée. Cette restauration du capitalisme avait pour base idéologique le révisionnisme moderne. C'est un mélange du socialisme scientifique et de l'idéologie bourgeoise qui, au fond, n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de l'idéologie bourgeoise. Un développement pareil s'est produit en Chine. Et pour maîtriser ce développement, Mao Tse-tung a proclamé la grande révolution culturelle prolétarienne et a appelé les masses à venir au bout de ce révisionnisme et à faire le prochain pas en avant vers le socialisme. C'était une lutte idéologique énorme dans laquelle des millions de gens ont participé. Les jeunes sont allés à la campagne pour se lier avec les paysans et pour ne pas seulement travailler pour leur carrière dans les études. Ils ont appris des paysans, ils ont aussi enseigné des choses aux paysans, ils ont développé des systèmes médicaux dans la campagne, ils ont réalisé des projets écologiques. Bien entendu, ils ont critiqué ces dirigeants de parti, comme Mao Zedong a dit, des bureaucrates bourgeois avec la carte de parti dans la poche, qui n'était pas facile à repérer parce qu'ils ont toujours se décorer de phrases socialistes et les étudiants, les paysans, les ouvriers les ont critiqués et d'énormes larmes de crocodile ont été versées à cet égard et la révolution culturelle a été présentée comme un massacre énorme
avec des millions de gens qui ont été tués, mais c'est une absurdité absolue. Je suis actif dans le mouvement révolutionnaire depuis 50 ans et je sais que la révolution culturelle à l'époque a eu une grande estime, même dans la presse bourgeoise. C'était le Spiegel, la Süddeutsche Zeitung, le Frankfurter Rundschau, qui ont publié des articles merveilleux sur la grande révolution culturelle prolétarienne, dans laquelle leurs correspondants ont pris part. Alors, ce n'était pas la continuation d'une propagande communiste qui a eu une influence là. C'était les observations des journalistes bourgeois. Plus tard, après la mort de Mao Zedong et après la restauration du capitalisme en Chine, un énorme dénigrement a commencé et une falsification de l'histoire énorme, comme on l'a déjà vu à l'époque de Lénine et Staline, bien entendu pour créer des réserves par rapport au socialisme. Mais ce paragraphe sur la grande révolution prolétarienne culturelle montre à nouveau combien la lutte idéologique, la lutte pour le mode de pensée est importante. Il n'y a pas de victoire du socialisme qui ne se produit pas sur la base du mode de pensée prolétarien et du socialisme scientifique. Sans pensée prolétarienne comme base, pas de socialisme, pas de développement ultérieur vers le communisme. Le mouvement des jeunes, on peut le constater dans le monde entier, aux États-Unis, au Myanmar, où on voit que ce sont les jeunes davantage surtout qui luttent contre la dictature militaire. C'est un phénomène global, mais c'est un mouvement spontané. Et là, nous avons à nouveau le problème que de manière spontanée, on ne peut pas arriver au socialisme. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué par toutes ces influences du système du mode de pensée petit bourgeois implémenté au niveau de la société comme méthode de gouvernement. C'est très facile à manipuler ces mouvements spontanés. Prenons l'exemple de Fridays for Future. C'était un proteste justifié, mondial, comprenant des millions de jeunes, mais ils ont quand même réussi à instrumentaliser la majorité de ces gens pour propager leur accord sur le climat de Paris. L'accord sur le climat de Paris n'est pas suffisant pour empêcher la catastrophe environnementale ou la catastrophe climatique. On a besoin d'une lutte changeant la société. Il ne faut pas se faire des illusions que dans le cadre de ce système-là, on pourrait mener une lutte effective contre le développement vers une catastrophe environnementale globale. Et ça, c'est un problème, que ces jeunes, de manière spontanée, ne peuvent pas arriver à cette conclusion. Pour y arriver, il faut une lutte idéologique. Et je pense que ce livre peut fournir une contribution importante pour analyser les choses plus profondément et de ne pas suivre de manière les figures rhétoriques superficielles des Verts ou des autres politiciens bourgeois qui prétendent tous de mener la lutte pour le sauvetage du climat. Il faut réfléchir indépendamment et c'est seulement possible s'il se libre au niveau idéologique de l'anticommunisme moderne et s'oriente vers le socialisme scientifique et vers un mode de pensée et de travail prolétarien. Nous avons en ce moment une campagne idéologique importante avec le slogan « Aucune chance à l'anticommunisme ». Entre-temps, plus que 10 000 gens renommés ont signé et se sont déclarés solidaires avec ce mouvement. Aussi, bien au-delà de notre ambiance, des membres des organisations progressistes, des syndicats, du Linkspartei, du DKP, du VVN, des travailleurs culturels aussi, etc. Cette campagne a pour but surtout de créer une conscience sur l'importance fondamentale de venir à bout de l'anticommunisme et du mode de pensée petit bourgeois anticommuniste aujourd'hui. Il n'y aura pas un développement ultérieur du mouvement écologique, de la lutte des classes des ouvriers, du mouvement des femmes, du mouvement des jeunes, de l'internationalisme prolétarien, sans venir à bout de l'anticommunisme moderne et de ce mode de pensée petit bourgeois anticommuniste. Et ce livre, c'est vraiment un véritable manuel pour ces mouvements. Il fournit une analyse universelle et démontre les faiblesses de l'anticommunisme dont la demi-vie c'est toujours plus réduite.
il se reproduit toujours à nouveau une nouvelle vague de l'anticommunisme avec de nouveaux visages, de nouvelles variantes, et après une courte période, il doit se renouveler à nouveau jusqu'à ce jour. Mais quand même, l'anticommunisme est en crise et il ne peut plus répondre aux questions des gens, et nous devons profiter de ça, et à ça vise cette campagne et ce livre, et pour ça, ce livre est parfait pour l'époque actuelle. En fait, il y a 7 ans depuis que le dernier numéro de l'organe théorique sur la catastrophe environnementale globale a été publié. Et c'est surtout dû au fait que c'est un sujet très complexe. Cette lutte entre les idéologies prolétariennes et bourgeois, qui, selon l'interprétation bourgeoise, n'existe prétendument pas, il est tellement universel. Il y a des milliers de canaux par lesquels l'idéologie bourgeoise est diffusée parmi les masses, les gens, les jeunes, les ouvriers. Nous avons analysé tout ça, tout l'éventail. Dans ce premier livre, nous avons traité l'anticommunisme. Dans les livres ultérieurs, nous traitons des théories nouvelles qui sont apparues, mais aussi des nouvelles théories réformistes et révisionnistes. Entre-temps, le réformisme n'est pas seulement défendu par le SPD, mais aussi par les Verts, le Linkspartei, le CDU. Et c'est une situation nouvelle que le réformisme est partagé par tous les partis bourgeois. Mais nous traitons aussi les conceptions révisionnistes du confédéralisme démocratique de Öcalan, qui, à mon avis, désarme la lutte de libération kurde. C'est un désastre. Cette théorie a contribué beaucoup à ce que le mouvement kurde s'est isolé, mais aussi qu'il a subi des défaites récemment, et la lutte de libération kurde doit se libérer de ce révisionnisme s'ils veulent vraiment avoir du succès. Nous traitons aussi des idéologies néofascistes et la question des théories de complot, etc. Tout ça dans le deuxième livre. Et dans le troisième tome, nous occupons de la culture et des sciences. Là, nous traitons la psychologie, la pédagogie, les sciences de l'histoire, la religion et les différents domaines de la vie publique qui contribuent essentiellement à ce que l'idéologie bourgeoise est répandue toujours à nouveau parmi les masses. Dans les derniers livres, qui est la quintessence de notre série de livres, nous traitons l'enseignement du mode de pensée, les conclusions à tirer pour la lutte idéologique, dont la lutte pour le mode de pensée des masses, l'importance de tout ça aujourd'hui. Celui qui ne vient pas à bout du mode de pensée petit bourgeois ne va pas s'organiser, ne va pas participer dans la lutte. Il va se faufiler n'importe comment avec des prétentions progressistes, mais il ne va pas jamais mener une lutte cohérente contre ce système. Et tout ça est important qu'on discute ça et qu'on s'occupe de la question hautement compliquée aujourd'hui de la lutte idéologique. Essentiellement, ça va comprendre les côtés différents de l'enseignement du mode de pensée, et l'enseignement du mode de pensée est aussi un développement ultérieur du matérialisme dialectique et historique. Il s'occupe d'un côté de l'analyse du mode de pensée des masses comme un certain point de départ pour la lutte idéologique. Quelles catégories apparaissent à cet égard-là? On ne peut pas tout simplement commencer à parler sans réfléchir. Il faut contempler soigneusement comment mener cette lutte idéologique afin qu'elle soit couronnée de succès. Mais ça traite aussi d'une culture de débat dont on a besoin, une culture de débat prolétarien qui est nécessaire afin qu'on ait une bonne force de persuasion dans cette lutte idéologique. Mais nous avons aussi besoin d'une forme d'organisation. Nous avons besoin de travail scientifique pour mener cette lutte idéologique. Ça ne peut pas se faire de manière spontanée, sans organisation de travail scientifique, sans style de travail marxiste, sans mode de travail prolétarien. Parce que le mode de pensée prolétarien se réalise surtout dans l'activité collective. Et collectif, ça peut seulement marcher de manière organisée. Autrement, il n'y aura que du chaos. Pas dernièrement, nous avons besoin de méthodes pour contrôler jusqu'à quel degré nous sommes nous-mêmes influencés par l'idéologie bourgeoise et le mode de pensée petit bourgeois.
Pour cette raison, la méthode du contrôle et de l'autocontrôle joue un grand rôle parce que ce contrôle et autocontrôle est une méthode pour se développer et pour venir à bout de l'influence bourgeoise, de l'anticommunisme moderne, du féminisme petit bourgeois, de l'écologisme petit bourgeois, etc. Cette méthode de contrôle et d'autocontrôle est fondamentale aujourd'hui pour le développement, pour tout développement d'un mouvement, un mouvement progressiste, un mouvement révolutionnaire, pour la lutte pour le socialisme, pour la préparation de la révolution internationale, mais aussi pour la construction du socialisme sur la voie au communisme. Le mouvement révolutionnaire et ouvrier international est entre-temps très intéressé par notre travail théorique, ce travail théorique bien fondé du MEPD. Et nombreux de nos livres ont été entre-temps traduits et sont diffusés à l'échelle mondiale. Nos livres sont diffusés dans 9 langues et 57 pays du monde. Ils sont lus et étudiés et ils servent de stimulation pour en tirer ses propres conclusions théoriques du développement social. Et ce livre aussi est traduit à pleine force et nous pouvons nous attendre à une édition anglaise, une édition française, russe et espagnole jusqu'à l'été. L'échange de nos connaissances théoriques avec d'autres connaissances théoriques qui existent dans le mouvement révolutionnaire et ouvrier international, c'est fondamental aujourd'hui. Sinon, il n'y aura pas une révolution socialiste internationale s'il n'y a pas d'échange, si on n'apprend pas l'un de l'autre, si on ne saisit pas les situations différentes et les vues des alliés. Dans ce sens, nous attribuons beaucoup d'importance à l'organisation de l'internationalisme prolétarien. Nous travaillons très intensivement dans les corps, l'organisation internationale qui a entre-temps 62 partis et organisations membres dans tous les 5 continents, qui s'est donné pour but de coordonner ces activités pratiques à travers les frontières. Et nous travaillons aussi avec un rôle dirigeant dans un Front uni international contre la guerre et le fascisme, contre ce développement à droite qui existe à l'échelle internationale, dont entre-temps il y a 500 organisations qui y prennent part. Donc c'est un mouvement mondial véritablement. Tous ces gens ont un très grand intérêt à notre travail théorique. Nous recevons des demandes, ils travaillent avec des traductions, ils attendent, ils savent que le livre est élaboré, ils demandent quand est-ce qu'il arrive, et donc nous avons une certaine obligation à cet égard. Mais nous avons aussi l'aspiration d'intégrer les expériences du mouvement révolutionnaire et ouvrier international et de les généraliser. C'est un processus mutuel avec une importance fondamentale. À côté de la campagne Aucune chance à l'anticommunisme, nous allons bien entendu participer dans les prochaines élections au Bundestag et nous allons dans cette lutte reprendre ce livre de manière très offensive et attaquer ce anticommunisme moderne. Il faut lutter pour ça et à cette fin, nous allons fournir toute aide concevable afin qu'il y aura un vrai mouvement d'études. Nous n'allons pas progresser si les gens ne viennent pas à bout de ce anticommunisme moderne et surtout de cette mode de pensée petit bourgeois anticommuniste. Parfois, c'est seulement un sentiment, il y a quelque chose. Ils sont des gens bien, j'approuve de tout ce qu'ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. De tels sentiments empêchent des milliers de gens d'adhérer à notre parti. Cette réserve par rapport aux masses est le problème principal. Pas vraiment une pensée anticommuniste consciente. Ça, ce n'est pas le problème parmi les masses, mais ces réserves petits bourgeois. Et dans les élections fédérales, nous allons lier notre conception d'un monde différent où l'humanité devrait vivre, à surmonter ça et à encourager les gens de ne pas se faire influencer négativement par de telles influences et de réfléchir de manière indépendante.